Donc j'aimerais bien parler de cette vibration. Cette vibration, ce vibratoire dont tout le monde parle. Et chacun a sa petite sauce personnelle. Ce que d'ailleurs tout à fait honorable. Puis, de par nature, ce terme, justement, n'est pas censé être tellement descriptible. C'est pas facile à décrire qu'est-ce que c'est que la vibration. C'est un petit peu, pour ma part, je trouve que c'est un petit peu comme le terme créativité. Par son essence, pour moi, le terme créativité, c'est un terme qui doit se définir justement créativement. Parce que si on fige, par exemple, si on prenait une définition du dictionnaire qui est figée, qui sera figée, ça veut dire que pour pouvoir être créatif, selon cette définition-là, faut que ça corresponde à cette définition. De là, on peut subodorer que être créatif en se référant à quelque chose de fixé, hein, ça tue complètement l'aspect de la créativité. Je pense que je me fais comprendre un petit peu là. Et il en est de même pour le terme vibratoire, vibration. Justement, c'est quelque chose qui pour moi est tout à fait télépathique et dont le phénomène n'a de perception que par ce qu'on pourrait appeler, j'allais dire l'instinct ou l'intuition. Pareil, c'est des termes qu'on pourrait en parler aussi. Donc ce terme, pour moi, vibration, moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de gens qui l'utilisent parce que ça les valorise, ça les rassure. Ça leur permet de trouver une certaine identité et puis de se lier à un certain groupe, un petit peu pas dans le but non plus du tout de s'identifier ou de se lier à un certain groupe, mais de se délier d'un certain groupe. Hein. Ce qui est une démarche que je trouve tout à fait saine, hein, de vouloir un petit peu s'extraire de l'aliénation environnante. Et c'est toujours pareil, c'est passer d'une face de la pièce à une autre, passer du mal au bien au mal, passer d'un extrême à un autre, passer de l'orgueil à l'humilité, de l'humilité à l'orgueil, sans même comprendre que l'orgueil se trouve tout autant dans l'humilité. Et du coup, donc, cette notion de vibratoire, pour moi, elle doit être justement vibratoire. Je vais continuer à parler des autres un petit peu. De toute façon, comme d'habitude, je parle comme ça vient. Ce que je vois ce que j'ai pu observer, je vais m'inclure aussi dans ce que je dis. Les gens, quand ils parlent de vibratoire, quand moi, je suis amené à me servir du mot vibratoire, même si moi, de mon côté, quand je le fais, pas forcément par le passé, mais maintenant, on va dire, je le fais pour pouvoir m'exprimer à des gens d'une manière intelligible, pour pouvoir être compris. Parce que le mot vibratoire, justement, quand on y met le bon contexte et la bonne vibration, dans ce mot, c'est compris instinctivement, c'est compris intuitivement. J'utilise presque jamais je crois pas que j'utilise tellement ce terme-là même. Je l'utilise même carrément pas. Je crois pas, peut-être. C'est pas grave, m'en fous.
Après, c'est plus facile d'observer les autres que soi-même, donc je parlais c'est plus facile de parler de ce que j'ai observé chez les autres, enfin, surtout que c'est beaucoup plus prégnant. C'est que, on va dire, certaines personnes, ils vont utiliser le terme vibratoire pour... en fait, ils échangent un terme pour un autre, en fait. Parce qu'ils se sont mis dans le crâne que l'astral c'est pas bien, l'astral ceci, l'astral cela. Et puis, comme ils sont sensibles et pas bêtes, ils voient que les termes, par exemple, instinct et intuition, avoir de l'instinct, avoir de l'intuition, c'est des termes qui ont été travestis moult fois au travers des temps et qui sont chargés d'une certaine mémoire. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont même servis pour convaincre, comme j'ai l'instinct d'eux, j'ai l'intuition d'eux, plutôt que de dire vraiment comment ce qu'ils disent leur est arrivé en eux, par quelle réflexion, puis par quelle émotion. Puis parfois même les gens n'ont tout simplement pas spécialement le vocabulaire, ou ni la sensibilité de s'observer, puis ils disent que c'est l'instinct, alors que ça pourrait très bien être juste en fait des émotions qui viennent de mémoires non traitées, et puis qui induisent un petit peu un fonctionnement de certains programmes. Par exemple, ça va leur causer une émotion de peur, ou de gêne, ou même des trucs positifs, de hâte, tout ce qu'on veut. Puis de là, ces émotions, ils vont dire ah bah ça c'est mon instinct, ça c'est mon intuition. C'est valable. C'est tout à fait valable. Mais maintenant, comme ils ne veulent pas utiliser le terme instinct ou intuition, par exemple, alors ils disent que c'est vibratoire. À partir du moment où utiliser un terme comme instinct ou intuition, c'est considéré comme astral, juste changer la forme du mot, changer un mot pour un autre, mais sans en avoir capté je fais une tautologie, mais sans en avoir capté la vibration intérieure, sans avoir compris qu'est-ce qu'il y a dans le mot instinct, qu'est-ce qu'il y a dans le mot intuition, et pourquoi c'est de l'astral, et puis aussi remettre en question, faire le tour aussi de pourquoi c'est pas bien l'astral, et puis voilà. Puis la notion de l'astral c'est pas bien, c'est une notion astrale. C'est une notion émotive, c'est une notion morale, c'est une notion psychologique. C'est très subjectif au final. Donc les gens, ils changent de mots comme ça. Ils changent de mots, mais il y a toujours la même charge, en fait. Il y a toujours la même charge mémorielle. Et puis ils y mettent la même vibration, ils y mettent le même élan. Là où je trouve que c'est un peu, je trouve que ça les dessert, je trouve que ça nous dessert, et puis même que ce soit personnellement ou collectivement, c'est que je trouve que ça nous dessert dans le sens où on va partager nos convictions déjà avec les autres, et on risque d'embarquer les autres avec nous, ce qui n'est pas tout à fait esthétique, on pourrait le considérer comme ça, même si après les plans de l'esprit sont plus grands toujours un petit peu plus grands que les plans de l'ego. L'ego, lui, il est toujours un petit peu à la ramasse, le personnage planétaire il est toujours un petit peu à la ramasse, et il apprend les choses au fur et à mesure, et puis parfois après. D'ailleurs, quand on se pose des questions sur le pourquoi de quelque chose, c'est souvent par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé. Ce qui sous-entend que quand ça s'est passé, on était à la ramasse. Parce que si on ne l'était pas, on ne se poserait pas la question plus tard. Donc ça, c'est pour
notion de subjectivité, d'astralité, de vocabulaire, charge mémorielle. Donc il y a ça dans le côté vibratoire. Le vibratoire, c'est une manière aussi de dire que c'est hors astral. C'est une manière de dire que c'est pas de l'astral. Puis on en revient à la notion du bien, pas bien de l'astral, qui est même une notion astrale. Du moins, elle l'est souvent. On peut l'observer comme telle. Mais maintenant, s'il y a vraiment un côté vibratoire aux choses, déjà, qu'est-ce que c'est que ce côté vibratoire? On peut voir que c'est, donc, tel qu'on se le définit entre nous volontiers, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de l'astral, le vibratoire. C'est quelque chose qui ne va pas être interféré par l'astral. C'est quelque chose qui ne va pas spécialement prendre de forme, en tant que les formes, elles vont être considérées comme astrales. Et c'est quelque chose qui, du coup, vu que ça n'aura pas de forme concrètement, ça n'aura pas de forme concrète, il n'y aura pas non plus la charge mémorielle liée à ça. Vous n'avez pas la mémoire du mot utilisé chargée sur le mot utilisé si vous n'avez pas d'accroche par rapport à ce mot utilisé. Maintenant, sur le mot vibratoire, il y en a des accroches. Beaucoup même. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot vibratoire justement un petit peu comme une sorte de passe-droit ou d'insigne ou de costume pour, comme je l'ai dit, pour avoir une identification et voire même une appartenance à un groupe. Une appartenance à un groupe ou une désappartenance à un groupe. Donc en fait, on passe de l'un à l'autre, quoi. Sans vraiment en sortir. Donc ça, c'est ce que je peux dire pour nous tous, on va dire, de ce que j'ai pu expérimenter moi dans ma vie, de ce que j'ai pu observer chez les autres. Donc maintenant, il y a vraiment pour le côté un peu plus objectif de cette notion, parce que c'est une notion. Une notion, c'est toujours un petit peu astral. Les mots sont astrales. Hein. Les mots sont astrales surtout à mesure où ils sont chargés mémoriellement. Ils ont leur poids mémoriel. Mais il faut bien utiliser des mots pour communiquer. Puis l'astral, c'est pas non plus spécialement l'ennemi. Hein. C'est quelque chose sur lequel on travaille, à l'intérieur duquel on travaille et duquel, oui, il est nécessaire de s'extraire à un moment donné. Pour justement ne pas être perturbé par cette condition astrale. C'est un peu un pléonasme hein, de dire, de parler d'astral et de perturbation, c'est un peu équivalent. Hein. Souvent quand on parle d'astral, c'est parce qu'on parle de perturbation, qu'on parle d'interférence, d'ingérence. Et donc on s'extrait de cet astral pour être momentanément mis en dehors de ça et qu'on puisse évoluer, qu'on puisse finir d'involuer, commencer à évoluer d'une certaine manière. Un petit peu comme si on c'est une bonne métaphore, un petit peu comme si on mettait une plante pendant l'hiver à l'intérieur de la serre ou dans le salon, peu importe, qu'elle ne subisse pas les affres de l'hiver, puis qu'elle puisse se développer convenablement, de manière à être assez solide
pour que l'hiver prochain, on puisse la laisser faire sa vie à la plante tranquillement, qu'elle soit assez solide en fait. Hein. Il y a ça dans beaucoup de choses. On préserve un petit peu aussi les enfants du monde adulte, de manière à ce qu'ils puissent se construire dans leur monde d'enfant, à l'abri du monde adulte qui serait un monde d'ingérence et de perturbation, pour qu'ainsi le temps de leur maturation puisse baigner dans ce monde d'adulte sans trop de désavantages par rapport à si ce n'était pas le cas. Voilà. Donc moi, comment j'exprime ce mot, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pour moi, donc, du coup, le côté vibratoire de quelque chose, quand je perçois quelque chose vibratoirement, déjà, je suis conscient que dans ce côté vibratoire, déjà, il y a automatiquement une petite part astrale. Pour moi, ça n'engage que moi, tout ce que la conscience égoïque artificielle, planétaire, peut engendrer comme perception pour l'homme, passe de près ou de loin par l'astral à un moment donné. Donc il y a toujours un petit peu dans l'astral, même dans le vibratoire, et le réel vibratoire qui serait dépourvu de toute astralité. Je suis même pas sûr qu'on en fasse même l'expérience, que ce soit de n'importe quelle manière que ce soit, jusqu'à l'expérience même. Et c'est même en rien mémorisé, ces choses-là. Puis à mesure qu'on exprimerait cette vibration qu'on a perçue à quelqu'un, eh bien, c'est la mémoire, c'est ce qui se fait savoir au départ à partir du moment où il est exprimé verbalement, puis enregistré, ça se fait connaissance, ça se fait mémoriser. Donc ça devient connaissance, et puis du coup astral, hein, vu que automatiquement c'est de la mémoire à laquelle on se réfère, et puis ces mémoires, elles sont des formes pour lesquelles nous avons nous-mêmes, vis-à-vis de ces formes, une impression de ces formes. Et maintenant, dans la mesure où ça s'est dit, admettons qu'on perçoit quelque chose de vibratoire avec ce petit 1% d'astral, mais on va dire que c'est le vibratoire expérimenté, expérimentable. Hein. Pour moi, il y a toujours un petit peu d'astral dans ce qui est expérimentable. Surtout si ça passe plus ou moins par le prisme de l'émotion, et puis que c'est mémorisable. Après, ce qui est mémorisable, est-ce que c'est mémorisé? Est-ce que c'est émotionné? Puis ces émotions, est-ce qu'elles perdurent? À quel point elles participent à modifier notre épigénétique? Ou tout simplement aussi ce qu'on va faire le long de la journée? À quel point ça va nous influencer? Donc il y a de l'astralité là-dedans. Et maintenant pour le côté éthérique mental de ce côté vibratoire, qui lui a rien à voir avec le fait que l'ego puisse percevoir ça et l'exprimer. Ce côté vibratoire, pour moi, c'est un petit peu le langage de l'esprit qui se fait directement à l'ego. Soit sans passer par l'âme, soit sans traverser l'âme, qui elle a son taf de colorer la télépathie de l'esprit, de la mettre en forme, de manière à ce qu'elle se planétarise, puis qu'elle se fasse un peu compréhensible, sensée du point de vue de celui qui fait son expérience terrestre, en toute unité biologique. Donc voilà pour moi ce côté vibratoire. Déjà, c'est pas quelque chose pour lequel on peut s'exalter, parce que vibratoire autant que ça serait, on s'en exalte, donc au final on colore la chose.
On s'en exalte, on s'en a peur, on s'en inquiète, on s'en réjouit. Tous les adjectifs qu'on peut mettre, comme de ce style-là. Mais dans la partie mentale, donc c'est l'esprit, l'ajusteur de pensée, tout ce que vous voulez, où vous voyez de quoi je parle. Puis d'ailleurs, à ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai manqué de précision, ou si j'ai été un peu lunaire ou un peu trop cryptique, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et donc à un moment donné, cet ego dont je parlais dans l'ego d'avant, cet ego qui se fait un peu plus réel, hein, qui se fait un peu plus indépendant de l'âme, lui, il est capable de supporter un peu plus la charge télépathique de l'esprit. Là où l'âme servait un petit peu d'amortisseur aussi. Parce que l'âme, elle donne du sens, mais elle sert aussi d'amortisseur de choc. Elle sert de force ralentissante à la lumière, instantanée et incolore. Mais donc ce nouvel ego, cet ego qu'on pourrait dire fusionné avec l'esprit, intriqué. Parce que fusionner, cette fusion, elle se fait... déjà, elle n'est pas spécialement mesurable, et puis elle est très fluctuante, tout en étant instantanée. Puis cette fusion, elle se constate comme telle, alors qu'à d'autres moments, à mesure que la fusion se fait entre l'ego et l'esprit, cet ego, il se rend compte que ce qu'il considérait comme l'esprit, c'était pas forcément l'esprit comme il le concevait, ce qu'il considérait comme son niveau de fusion effective, c'était pas forcément ça. D'ailleurs, on le constate chez certaines personnes qui... Enfin, moi, je l'ai compris de moi-même, parce que j'entendais parler de la fusion, puis j'avais cru comprendre que Bernard de Montréal, lui, parce que bon, c'est un petit peu lui le personnage principal qui a parlé de ce terme-là, hein, dans la francophonie, même s'il y en a qui vont dire non, il y a Sri Aurobindo qui l'a dit aussi. Oui, c'est pas exactement les mêmes discours. Puis cette fusion dont Bernard de Montréal parle, ils en parlent aussi dans d'autres traditions. Mais il faut être capable de regarder, on va dire, entre les lignes, avec ses propres interprétations en fait. Et donc je me suis rendu compte que cette fusion en fait elle était oui instantanée et tout, oui, c'est vrai que quand les choses se font, il y a certaines choses déjà. Moi j'ai pas du tout vécu le phénomène comme Bernard de Montréal l'a décrit, hein. J'ai pas été foudroyé par l'esprit, hein. Ça s'est fait. Moi ça a commencé très tôt. C'est un petit peu vantard de dire ça, mais bon, c'est comme ça que je le dis pour le moment. Moi, j'estime que déjà, à partir de l'âge de raison, j'ai déjà commencé, à partir de 7 ans, j'ai déjà commencé à entamer quelque chose. Et puis ce quelque chose, c'était du que dalle. Parce que d'un point de vue psychologique, psycho-émotionnel, j'estime avoir traversé, là aujourd'hui j'ai 37 ans, je vais sur 38, j'estime avoir fait plus ou moins 30 ans de désert, hein. D'avoir galéré pendant 30 ans, et j'ai vraiment l'impression seulement depuis quelques années, depuis que j'ai pu concevoir, expérimenter en quelque sorte cette fusion, hein, que j'ai pu le conscientiser pour moi-même. Puis je l'ai conscientisé, c'est pas que je l'ai conscientisé pour moi-même en tant que je l'ai cherché, c'est surtout que je l'ai constaté, et c'est pas que je l'ai constaté, c'est que j'ai été, j'aime pas dire ça, mais je vais le dire quand même, j'ai été plus ou moins obligé d'admettre que ce fut le cas, pour donner un sens, tout simplement, aux choses. Par souci de transparence envers moi-même. Et de cohérence, de congruence. Et d'effectivité des paradigmes. De manière à ce que ma psyché et puis
cette personne que je suis dans la vie soit cohérente l'une de l'autre. Et de ne pas avoir cette vie, cette double vie, triple vie même, à être pas séparé, coupé en soi, mais avoir une image de soi à présenter aux autres qui ne pourraient pas absorber ce que nous sommes, et puis avoir une image donc intime pour nous-mêmes, et ainsi de suite. C'est tout à fait normal de vivre comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est dissocié quand on est comme ça. C'est juste qu'on a capté instinctivement, instinctivement, vibratoirement, intuitivement, qu'il n'est pas bon de se révéler, même en vérité, à n'importe qui. Et puis, c'est pas que les gens sont méchants ou qu'on doit mentir aux gens. C'est pas ça. C'est juste que moi, j'ai très vite compris, sans avoir le terme, depuis toujours, que la personnalité, ça n'existait pas. Je savais pas je connaissais pas le terme faux self, avoir un faux self. Mais quand j'ai appris ce terme-là, il y a quelques années, j'ai compris que c'était ça. Oui, moi, j'ai pas de personnalité. Pour avoir du caractère, j'ai un caractère de cochon, il n'y a pas de problème. Vous entendrez l'audio d'avant, vous allez le voir. Mais par contre, j'ai jamais eu vraiment de personnalité à laquelle m'identifier, parce que j'ai toujours eu un outil de personnalité pour m'adapter soit à ce que les personnes attendaient de moi, parce que j'étais dans cette phase-là, et parce que j'ai été amené à m'adapter comme ça. Quand on est un petit enfant, ou quand on est un jeune adolescent, tout ça, on peut être soit très matrixé, très programmé à vouloir plaire aux autres et à vouloir être intégré chez les autres. Puis ça peut être aussi une notion de survie, tout simplement, où on ne va pas se dévoiler complètement, de manière à ne pas être inquiété par les autres, tout simplement parce que la vraie nature de certaines choses, chez moi, je sais très bien que ça peut faire peur aux gens, ça les inquiète, parce qu'ils voient un mec en fait qui est capable de tout, et pour eux, dans leur psychologie, un mec qui est capable de tout, c'est un mec qui est capable de leur faire du mal, puis un mec qui est capable de leur faire du mal, c'est peut-être un mec qui projette de leur faire du mal. Et comment j'estime qu'ils en arrivent là? Justement parce que eux, s'ils étaient à ma place, eux, ils profiteraient justement de ça. Ils profiteraient de cette capacité-là. Donc ça leur fait peur de le voir chez les autres. C'est comme un peu une femme qui aurait peur de la force musculaire d'un homme, tout simplement parce que elle, si elle l'avait, elle l'utiliserait à mauvais escient. Il y a plein de contextes comme ça qu'on pourrait formuler. Donc j'en étais où? Donc je parlais de ce qui était vibratoire pour moi. Déjà 30 minutes. Je pense que je vais réécouter, je pense que j'ai tout dit à ce que je voulais dire au niveau de la vibration, le côté astral de la vibration, ce qui est vibratoire, le côté notion, le côté subjectif. Pourquoi les gens ils ont intérêt ou pourquoi ils sont amenés à utiliser ce terme-là, et puis comment ils le vivent en eux-mêmes. Ouais, je pense que j'ai pas mal développé le truc. Et après, j'ai commencé à rentrer un peu dans le vif du sujet. Voilà. Le vibratoire, en fait, ce que je pourrais donner comme description de cette notion, de ce mot, c'est que ce vibratoire, c'est la capacité télépathique du quatrième œil, l'œil du cœur. Cet œil qui est capable de voir les choses sans avoir besoin de forme ou de contexte pour ça. C'est le quatrième œil, l'œil du cœur, c'est l'œil qui pour moi est capable de
lire de l'information sans qu'elle ait pris forme. Et en plus de ça, qui n'y ait pas en plus de ça, qu'il n'y ait pas de poids mémoriel par rapport à ça, qu'il n'y ait pas d'impression de la forme par rapport à ça. Parce qu'il n'y a ni poids mémoriel, ni impression de la forme, si quelque chose est perçu au-delà de sa forme, ou sans forme en tout cas. C'est ce que je peux dire de mon expérience. Donc il y a cette capacité télépathique à capter certaines choses. Et en ce qui concerne la communication interne avec notre propre infinité, donc avec notre esprit, appelé dit ajusteur de pensée si vous voulez, le moi supérieur si vous voulez, je m'en fiche. À partir du moment où l'ego a commencé à se constituer une sorte de méta-ego, du moins pas forcément un méta-ego, mais un ego planétaire qui sera beaucoup plus robuste en termes de réception de choc, qui sera plus mature en termes d'agencement pour la communication avec cet esprit sans passer par l'âme. Donc il commence à y avoir une communication sans forme avec cet esprit-là. Et c'est aussi ça pour moi le vibratoire de quelque chose, de ce que je peux avoir en moi. Moi, si vous voulez, j'ai vécu plusieurs transitions par rapport à ma communication interne. Au départ, comme tout le monde, j'ai été à l'école, j'ai eu l'éducation de tout le monde. Puis on m'a laissé croire, hein, parce que c'est un peu ça, que la pensée, on génère de la pensée par la psyché, le cerveau, tout ça. Et puis il y a de l'instinct, il y a de l'intuition. Voilà. Donc ça, c'est le premier stade de communication avec moi-même interne que j'avais. Pendant une très grande partie de ma vie. Pendant un gros pourcentage de ma vie. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps je vais encore vivre, mais aujourd'hui, c'est un gros pourcentage de ma vie en termes de temps. Parce que j'ai évolué, j'ai commencé à être en chemin, en processus envers moi-même déjà très tôt. Mais ça n'a pas été effectif non plus très tôt dans la vie. J'ai pas mal souffert de cette démarche de vérité interne. Cette démarche, pas spécialement de vérité interne, mais d'avoir son propre monde à soi intérieurement sans qu'il y ait une notion de qui que ce soit d'extérieur qui vienne y mettre son grain de sel. Qui sait que ces histoires, j'ai jamais compris ça. Les gens viennent mettre leur grain de sel là, chez les gens là, parce qu'ils ont leur petite, je dis bien leur petite notion à protéger. Ils croient que si quelqu'un a ses propres notions, ça met en danger en quelque sorte ce à quoi il s'identifie. Il y a ça, et puis moi, je trouve que c'est une réaction après un peu normale, on va dire. Je trouve ça banal, ça fait partie de la structure habituelle de l'humain. Puis il y a aussi, toujours dans le même sens, ça fait partie de la structure habituelle de l'humain, mais c'est un peu moins répandu, c'est qu'il y en a qui vont utiliser certaines notions pour nous contrôler, hein, pour nous dominer. Ils vont faire peut-être du gaslighting, comme on dit. Ils vont vouloir nous faire croire des choses. Donc soit pour se rassurer, soit pour nous dominer. Puis là, après, ça peut être pour se rassurer aussi, ça peut être... Je ne veux pas étaler les raisons de ça. Parce que je m'éloigne. Vous voyez de quel genre d'individu je peux parler.
reprends, je ne sais pas où j'en étais. Donc cet ego suffisamment architecturalement mûr pour avoir cette connexion avec sa propre infinité, à mesure où on va dire qu'il a fusionné avec son esprit, à mesure où il a solidifié le câble électrique qui permet d'y faire passer un plus gros voltage, un plus gros volume, on va dire, de lumière incolore, d'informations systémiques, extraplanétaires même. Extra-astral et extra-physique, bien sûr. Ah oui, voilà, putain, merde. Bon, désolé, c'est un peu éparpillé. Donc j'étais en train de parler des étapes de façade que j'ai eues par rapport à ma propre communication interne. Donc la première étape, c'est que j'avais des pensées comme tout le monde. Puis il m'en a fallu du temps pour... il m'a fallu trouver un petit peu des gens sur mon chemin avec d'autres idées qui m'ont permis de briser cette espèce de martelage permanent, comme quoi ceci c'est cela, et toi tu es ceci, et machin. Et puis si tu oses poser des questions, attention, hein, c'est que tu es un peu bête, ou fou, ou malveillant, hein, attention. Hein. Puis ça, c'est les gens qui réagissent comme ça quand ils sont déstabilisés, ou quand ils voient qu'ils sont en passe de perdre leur emprise. Les gens, et puis quand je dis les gens, c'est aussi surtout les morts. Parce qu'il ne faut pas oublier que le monde terrestre est dirigé par les morts. Socialement parlant. Puis comme il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout qui sont loin d'être dans l'esprit critique, qui sont loin d'être dans l'autonomie émotionnelle ou même dans la vie de tous les jours, et ben, ça fait que ça donne une certaine force au plan des morts sur le plan terrestre. Hein. Donc le monde est comme ça. Donc au bout d'un moment, après, jusqu'à il y a quelques années en arrière, ça fait combien de temps, je sais pas, 5-10 ans, j'ai plus la notion du temps. Il y a quelques années en arrière, on va dire que c'est pas important. J'ai commencé, déjà avant ça, j'ai recherché plein de notions psychologiques, théologiques, mythologiques, sur ce que pouvait être l'intériorité de l'homme. Puis j'ai vu plein de choses. Je me suis renseigné sur ce que pouvait être une muse, par exemple. Dans le concept de muse, les muses là, qui nous inspirent, il y a cette notion de la pensée vient pas de nous. Et ça m'a toujours... le fait que la pensée vienne pas de nous, tout ça, moi je l'ai conceptualisé intellectuellement très tardivement, mais c'est plus quelque chose que j'ai pu conceptualiser, par exemple, comme je l'ai dit, parce que j'ai rencontré sur mon passage sur Internet, ou même des gens dans ma vie qui m'ont pu me faire voir que j'étais pas forcément tout seul et qui m'ont aidé un petit peu à voir que j'étais pas fou, parce que c'est ça le fait de briser cette espèce de coquille ou ce martelage permanent, c'est qu'on puisse réaliser en nous-mêmes et pour nous-mêmes, par nous-mêmes, mais qu'on n'est pas taré justement, qu'on n'est pas taré. Hein. Surtout que ces choses-là, je les ai toujours eues en moi. Mais il n'y a pas de mots pour les décrire, et puis plein d'injonctions de tous les côtés pour me faire aller à l'opposé de ces choses-là, pour m'en éloigner. Et là où il y a eu un grand tournant, c'est que j'ai commencé, en fait c'est par rapport à une chaîne YouTube qui diffusait une lecture, quelqu'un qui faisait une lecture qui avait fait plusieurs lectures de textes, il me semble, je crois que c'était tiré du... Oui, voilà. Qui avait fait des lectures, il me semble, de la genèse du réel.
des choses que Bernard de Montréal avait écrites. De là, ça m'a tout de suite frappé et tout. Je me suis dit, lui, il associe la psychologie avec un petit peu tout. Lui, il est comme moi, lui. Je ne vais pas me vanter, mais c'était la première fois de ma vie que je pouvais rencontrer une sorte de personnage qui pétait pas les couilles à dire non, la psychologie, c'est la psychologie, ça c'est ça, et ça c'est ça, et ça c'est ça. Moi, j'ai toujours été multitâche, autodidacte, et ça m'a tout de suite parlé. Puis bon, lui, après, pour ceux qui connaissent Bernard de Montréal, je vous fais pas... Lui, il parle que la pensée vient d'ailleurs. Il fait la métaphore avec la radio, hein, qui capte les ondes, mais qui ne produit pas par elle-même les ondes qui font qu'il y a de la musique exprimée par l'enceinte. La radio, elle est catalyseur d'ondes, elle capte des ondes, puis elle les retransmet par le biais du haut-parleur dans l'air ambiant jusqu'à nos tympans, ainsi de suite. Et donc à partir de ce moment-là, et surtout par le biais de Daniel Kemp, qui est, je trouve, un petit peu complémentaire hein, avec Bernard de Montréal. Il y en a plein d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a au moins 4 ou 5 autres que je pourrais citer qui sont pas mal à écouter, assez instructifs. Et en écoutant sur ce que disait Daniel Kemp, qui parlait de l'ajusteur de pensée, j'ai trouvé que c'était un concept vachement bien, parce que surtout que moi, je vivais un phénomène de culpabilité. Je vivais un phénomène de culpabilité parce que j'ai toujours été très sensible, et puis j'avais toujours beaucoup d'injonctions contraires par rapport à ce que j'étais moi-même ou de ce que je pouvais être de par l'extérieur. Et puis intérieurement, moi-même, j'avais un très 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 haut niveau d'exigence. Et en plus de ma sensibilité, de ma hypersensibilité, ça peut être assez difficile à vivre parfois, ce genre d'émotions, quand on sent qu'on n'a pas le choix de les catalyser de telle ou telle manière. J'ai vécu en moi avec beaucoup de culpabilité, pourtant j'ai pas fait grand-chose. Hein. Puis ces notions de culpabilité, c'était par rapport à des choses comment dire, de perfectionnisme. Voilà, le perfectionnisme. C'était dû à mon perfectionnisme. Je m'en demandais beaucoup, j'ai toujours eu beaucoup, c'est encore comme ça un petit peu aujourd'hui, hein. Mais sauf que c'est plus du tout pathologique maintenant. Je le vis bien avec ça. Et donc j'avais ces notions d'exigence en moi qui me faisaient, avec tout l'extérieur et toute la dissonance que je pouvais avoir, que je pouvais percevoir par rapport à l'extérieur, ça me générait beaucoup de culpabilité et tout. Et donc cette notion d'ajusteur de pensée, vu que je savais que ces culpabilités, cette intransigeance que j'avais envers moi, que j'arrivais pas à assouvir en fait, parce que je me mettais un petit peu en quelque sorte la barre trop haut, j'arrivais jamais à atteindre cette barre que je me fixais trop haut. C'était pas trop haut, mais ça me générait de la culpabilité de ne pas pouvoir l'atteindre. J'ai toujours eu un peu pendant longtemps, j'ai eu cette espèce d'orgueil-là que je devais atteindre le truc que je me fixais, alors que la vie, c'est pas forcément comme ça. C'est bien plus vaste. Et donc cette notion d'ajusteur de pensée m'a beaucoup plu psychologiquement dans le sens de déculpabilisation de l'intérieur. Puis là où j'avais déjà fait un gros travail sur moi, j'avais déjà déplayé à mesure du temps 80% de ce qui pouvait m'emmerder. Disons qu'avec l'âge, ou peut-être qu'on mature aussi, hein. Je sais que l'âge ne donne pas la sagesse. Vieillesse n'est pas égale à la sagesse. Mais bon, peut-être que ça joue aussi un peu. Hein. C'est pas la même chose d'avoir un contact avec sa propre intériorité si on est un adolescent, avec ce que ça peut comporter, comme charge biologique, que si on a passé, je sais pas, les 40-50 ans, le corps, la psyché va être un petit peu plus calme. On est un peu moins persécuté par notre psyché quand on a un corps avec un système hormonal un peu plus stable. Et puis en plus de ça, il y a une espèce de... il y a un vécu, hein, de toute façon, pour peu qu'on se soit intéressé à nous-mêmes. Pas à la personnalité,
le nous-mêmes derrière les choses. Et donc cet ajusteur de pensée, j'ai pris soin de développer ça en fait. Puis parallèlement à ça, j'ai développé le concept de psychothéâtre, que je pourrais expliquer, mais je ne vais pas trop me perdre, je ne vais pas me disperser. Donc première étape, la pensée comme tout le monde, avec une évolution un petit peu, avec d'énormes doutes sur ce fait. D'énormes doutes. Et donc j'ai expérimenté, je me suis dit, allez, on va voir si j'ai un ajusteur de pensée, on va voir s'il y a bien un truc qui peut me répondre, avec lequel il peut y avoir une communication objective. Puis en même temps, j'avais pour moi en avantage donc le fait de ce travail de déculpabilisation par rapport à mon exigence, du fait de me dire que de toute façon, si la pensée n'est pas de moi, si tout à l'intérieur de moi n'est pas indigène et qu'il y a des choses exogènes, c'est quand même un grand plus au niveau psycho-émotionnel pour moi. Ça m'a quand même pas mal aidé. C'est important de se créer des paradigmes sains, tant qu'ils sont en coïncidence avec ce que l'on vit, il n'y a aucun problème. Il y a bien des chrétiens ou même des enfants qui croient au Père Noël. Tant que ça n'entre pas en tant que désavantage après dans notre vie, je ne vois pas bien où est le problème. Hein. Le problème de la croyance, c'est quand elle n'est pas synchronisée avec ce qu'on vit. Hein. Et donc je l'ai écouté dire qu'est-ce que c'était, comment développer un petit peu ce rapport avec l'ajusteur de pensée, où il expliquait tout simplement que, parce que lui en plus il est franco, puis il est limite un peu, je trouve, pas méprisant, mais il y a un truc où il passe pas par quatre chemins, et puis je me reconnais un petit peu de ce côté-là aussi dans Daniel Kemp, dans son côté à être punchy et à être presque exaspéré des questions. Je le ressens chez lui, que quand il parle, on sent que dans les enregistrements, parfois il est exaspéré des questions qu'on lui pose. Et il répond avec une espèce d'humour sarcastique, il s'autogère, il se régule comme ça. Et puis après c'est aux autres aussi d'être assez... c'est comme je disais, faut que l'ego soit capable de recevoir les choses, hein. S'il veut pouvoir se maturer, s'il veut pouvoir se renforcer, s'il veut pouvoir se fluidifier, s'il veut pouvoir quoi que ce soit qui est de sa nature, ou dont il peut disposer. Et donc lui il disait quoi? Il disait, donc il y a celui qui l'interviewait, il lui disait comment on rentre en contact avec l'ajusteur de pensée, tout ça. Et lui, je vous parle vraiment de mémoire là, il répondait en gros, en fait, l'ajusteur de pensée, vous voyez dans votre tête, vous parlez à voix haute. Je ne sais plus s'il a précisé à voix haute ou... Enfin voilà. Mais de toute façon, au niveau de la communication interne, c'est mieux dans un premier temps de faire les choses à voix haute quand vous estimez être l'envoyeur de la pensée. Et puis si, avant de parler, vous avez la pensée, constatez que cette pensée, vous l'avez reçue. Et vous voyez que ce n'est pas forcément la peine de l'exprimer, mais qu'il est plus intéressant de l'exprimer vocalement, comme quelqu'un qui pense à ce qu'il dit pour après aller le dire. Mais ça peut être intéressant par exemple, si vous voulez dire quelque chose, quand vous êtes dans un objectif de communication interne, vous êtes seul, là, comme moi, là, je suis en train de parler tout seul, je suis en train d'enregistrer, là, et si vous voyez que vous avez la pensée qu'elle arrive avant que vous vouliez dire et qu'elle arrive avant qu'elle arrive en pensée, et plutôt que de la dire, cette pensée, ce qui est tout à fait valable, tout dépend de l'angle d'approche et tout, c'est de la questionner, c'est de la prendre directement comme une pensée exogène, de faire cet exercice-là en tout cas, de se mettre dans ce positionnement-là. Puis de là, il disait que, il disait scénaristiquement, vous posez la question oralement, qui c'est qui parle quand je pense dans ma tête? Puis il a fait le dialogue lui-même, il répond comme ça. Donc il fait la réponse de l'ajusteur de pensée, c'est moi qui parle.
coup, après à l'autre de répondre à vous-même, l'unité biologique. C'est qui, moi? Puis l'autre, il répond, moi, c'est toi. Et puis, ainsi de suite, de là, à partir de cette première étape-là, j'aurais peut-être pu développer un peu plus. Mais à partir de cette première étape-là, il y a une espèce d'objectivation qui se fait intérieurement. Et la communication, elle se fait plus en tant qu'identification à tout ce qui vient en nous-mêmes, comme si que ça venait de nous-mêmes. Et elle se fait donc, on passe d'une communication subjective à une communication plus objective. Et de là, c'est à partir de là que moi ça a commencé comme ça en fait. Et j'ai entretenu ce truc-là vraiment. J'ai entretenu ce truc-là sans y croire. J'ai fait un théâtre, ce que j'appelle un psychothéâtre. Et puis en même temps, comme je vous ai dit, j'ai posé mes avantages que j'allais avoir. Mes avantages psychologiques que j'allais avoir. Comme si je me payais d'avance ou je mettais des choses en place pour que de toute façon, peu importe que ça parte en couille ou ça parte en machin, j'allais avoir de toute façon ce que je voulais, et puis tout en pouvant abandonner si je voulais, quoi. Être à la fois dans un terrain assez safe, parce qu'il ne s'agit pas non plus de virer taré, à penser à des trucs de ouf. Et voilà. Surtout quand on est une personne intellectuelle, c'est bien plus facile de virer fou que si on a l'esprit, disons, simple. Pas simple, mais peu perfectionné. Je pense qu'on comprend si je dis ça. Et donc là, j'ai développé le concept d'ajusteur de pensée pour moi-même. Je suis passé de la pensée conventionnelle à l'ajusteur de pensée en termes de communication. Donc j'ai commencé à avoir une communication objective. Puis on peut vraiment parler là de communication, d'une chose à une autre. Quand bien même cette communication, au départ, c'est juste un écho. Comme vous pourriez très bien aller à la montagne et puis avoir une discussion avec votre écho, puis vous dire, putain, il est con cet écho, il n'arrête pas de répéter tout ce que je dis. Là, on peut observer qu'il y a dans le paradigme de l'homme qui s'exprimerait comme ça, il y a déjà, qu'il le conceptualise ou pas, il y a déjà une forme d'objectivation. Mais j'ai compris qu'en fait, il y avait une espèce de maturation par rapport à ça, et que cet ajusteur de pensée, c'est un peu un prétexte en fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ajusteur de pensée. Mais par rapport à ce que moi, par rapport à mon vécu à moi, ça ne s'est pas arrêté là. Cet ajusteur de pensée, après, je l'ai mis sous forme un peu d'esprit. Puis c'était un peu mélangé après avec tous les termes. Je communiquais avec mon ajusteur de pensée, qui est mon esprit, mais l'ajusteur de pensée, c'est pas l'esprit. Et puis après, il y a aussi le double, qui a un rapport avec l'ajusteur de pensée et l'esprit, mais qui n'est encore pas forcément la même chose. Et puis tout ça, c'était un peu 3 cercles séparés qui ont leur croisement, quoi, chacun. Donc la même chose, tous, mais pas la même chose. Puis je considérais que c'était par rapport à des points de vue différents que je nommais pour moi-même. Et puis c'était pas trop difficile quand on n'a pas à communiquer de ça avec l'extérieur, on est beaucoup plus libre. On n'a même pas besoin de mettre vraiment des mots sur les choses. Juste des impressions suffisent. Comme par exemple, penser à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de le nommer. Vous savez à qui vous pensez. Donc ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Ça s'est développé, ça s'est étoffé. Et de là, j'ai commencé à avoir une relation de plus en plus objective et puis à vivre des choses télépathiquement qui étaient de plus en plus visiblement exogènes. Parce que j'ai eu non seulement des pensées qui étaient très autres, qui étaient très exogènes, qui pouvaient être très, pas sans compassion, mais très sèches, très intelligentes en même temps. Et puis comme taillé pour moi, et ouais, c'est pas sans compassion, c'est sans complaisance. C'était sans complaisance, sec, vraiment un truc qui n'était pas destiné à me plaire, mais à m'informer. Puis j'ai été informé.
puis à la fois, je savais que je ne devais pas non plus me soumettre à ces choses-là. Parce que j'étais jamais sûr non plus de où est-ce que ça pouvait venir vraiment. C'est pas parce que j'ai construit le truc d'ajusteur de pensée avec l'esprit et machin et tout que c'est forcément ça. Hein. Comme j'ai dit même juste avant, ceux qui parlent de vibratoire et compagnie, c'est pas parce qu'ils mettent un mot comme ça là-dessus que c'est ça. Hein. Il y a mettre un mot sur la chose et puis il y a la chose sur laquelle on met un mot. Donc j'ai une maturation de ça. J'ai donc eu des sortes de pensées différentes donc, qui étaient vraiment perçues, que j'ai dû admettre au fur et à mesure du temps comme étant des pensées vraiment exogènes. Et ce que j'appelle exogène, ça veut dire qu'on n'a pas l'impression de les avoir pensées. C'est vraiment comme si quelqu'un venait nous parler télépathiquement. C'est comme si, comme je l'ai dit, on parle à la montagne et ça nous rend un écho. L'écho, vous savez très bien que c'est votre voix qui vous revient, mais vous savez très bien aussi que vous l'entendez par vos oreilles et qu'il y a ce côté exogène qui est très visible en fait. Donc voilà. Et à mesure du temps, j'ai pas eu ça s'est pas mis en étapes vraiment successives. C'était plus des cycles imbriqués les uns dans les autres. Et ça s'est fait sur plusieurs années. Là, de ce que je vous parle, là j'en suis à 10 ans plus tard aujourd'hui. J'ai une dizaine d'années, peut-être un petit peu moins pour maturer jusqu'à maintenant. À partir de quand j'ai pu être dans ces concepts-là. Puis je les ai largués, ces concepts-là, je les ai modifiés moi-même en les appropriant et tout. Et d'ailleurs, je trouve que Bernard de Montréal et des mecs comme Daniel Kemp ont été très intelligents d'être évasifs un petit peu et de ne pas dire les choses trop sur ce sujet, parce que justement, comme ça, ils laissent l'opportunité aux gens de se faire les choses pour eux-mêmes et de pas magnétiser les choses, de ne pas magnétiser les gens avec leur propre magnétisme, tout simplement. Parce qu'il faut voir déjà comment ces mecs-là, ils ont parlé, il faut voir comment ils ont pu magnétiser les gens, c'est un truc de ouf. Ils ont fasciné les gens. Bernard de Montréal, il a fasciné les gens. Puis ça faisait partie de son rôle dans ce qu'il faisait de toute façon. Et ça faisait partie du contexte de l'époque, tout ça. Et donc, on va dire la troisième étape, ça a été quand j'ai commencé à conceptualiser que je ne parlais plus à mon ajusteur de pensée, mais que je parlais à mon esprit sous la forme d'un ajusteur de pensée. Et que cet esprit, il utilisait la télépathie, donc la pensée, parce que pour moi, toute pensée est plus ou moins une télépathie, et puis plus largement, absolument tout, pratiquement, y compris la matière, est une chose télépathique. Mais ça, c'est encore autre chose. Et donc que cet esprit, il utilisait la télépathie à travers un ajusteur de pensée, mais qu'il utilisait aussi un esprit, là où moi je vous parle verbalement, un esprit, ça peut communiquer au-delà du verbal, ça peut communiquer même événementiellement. Et c'est-à-dire que ça va prendre absolument tout, qui va vous amener une information. Puis ça ne sera pas vraiment du français. Ça sera peut-être des synchronicités, par exemple. Ça sera le bruissement des feuilles dans un arbre. Ça sera une pareidolie dans un nuage. Pour moi, l'ajusteur de pensée, l'esprit, il a tout moyen de communication, j'allais dire avec nous, mais oui, une communication avec nous, sur nous. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me façonner une sorte d'esprit astral, une image de mon esprit. Si je savais très bien que l'esprit, ça n'a pas d'image, j'avais quand même besoin d'une espèce d'interface comme ça. Je ne pouvais pas encore conceptualiser le fait
de communiquer avec un truc qui existe mais qui n'existe pas et qui m'induit des images ou des impressions mais qui ne sont pas de lui mais seulement des moyens de lui. Donc j'avais besoin d'une interface graphique. Et puis de toute façon, c'est cette forme-là que ça a commencé à prendre progressivement, dans le sens où j'ai commencé à apprendre aussi par l'œil du cœur, concept que j'avais pas encore développé comme ça à l'époque, mais disons que j'ai appris aussi par l'œil du cœur à reconnaître qu'est-ce que c'est qu'une signature. Une signature d'expression, une signature de présence. C'est-à-dire reconnaître quelque chose sans forcément en avoir la sensation ou la forme par rapport à la sensation. Il y a pour en revenir au vibratoire, pour moi, il y a ce qui s'appelle des signatures vibratoires. C'est être capable de reconnaître qui est qui sans avoir besoin de nommer qui est qui et de percevoir qui est qui. C'est savoir sans avoir besoin de savoir, un petit peu reconnaître la vibrature signale. Ah, putain, vache. Ah. Mais ça fait 1 heure que je parle. La signature vibratoire. Voilà. Et je suis passé de l'ajusteur de pensée à mon esprit mis en forme. Je savais que c'était un travail de lui et moi, cette mise en forme de l'esprit. Je savais que c'était un mensonge, mais je savais que c'était un mensonge d'interface. Je n'avais pas encore compris que ce mensonge d'interface, il était là encore que temporairement. Puis ça a été loin, donc j'avais établi cette signature qui était plus ou moins très claire de mon esprit, et dont je me méfiais fortement. Je me suis toujours méfié, toujours. J'ai toujours été un gros méfiant. C'est mon caractère, et puis ça peut-être ça a sûrement servi dans le processus, hein, faut pas se leurrer. Et donc cet esprit, j'ai même été jusqu'à le féminiser, parce que je trouvais ça intelligent de le faire pour en faire une différenciation vis-à-vis de moi. C'est un peu paradoxal, mais je trouvais ça important dans un contexte de communication, dans un contexte communicatoire, qu'il puisse y avoir une différenciation entre les deux. Parce que planétairement, habituellement, une communication, ça se fait entre 2 objets différents, pas entre un objet et ce même objet. Même si objectivement, on sait très bien que c'est censé être ça. Oui et non. Putain, merde, fait chier. Donc cet esprit, je l'ai féminisé, je lui ai même... vous allez rire. Je lui ai même donné un nom, je l'ai appelé Alison. Comment je l'ai appelé Alison ? C'est même pas moi. Enfin, j'ai trouvé le nom par rapport dans le contexte de ma communication avec lui. Je lui ai demandé, en gros, vu qu'on était en train de faire une espèce de visage de communication, tout ça et tout, je lui ai dit, comment tu veux que je t'appelle ? Quel nom tu veux porter ? Parce que je voulais lui donner un nom. Puis ça, je pourrais en parler aussi de cette capacité à donner les noms ou de ce fait de donner des noms aux choses. Ça peut être très enrichissant selon le contexte. Et il m'a pas répondu en pensée normale, il m'a pas répondu en pensée exogène. Il m'a répondu comment ? Il m'a envoyé la chanson, l'air de musique de la chanson de Jordi. Alison, c'est ma copine à moi. Il m'a envoyé ça. J'ai eu ça directement. Et j'étais mort de rire. Du coup, je peux chercher à comprendre. Je fais, vas-y, c'est ça. Allez hop, tu vas t'appeler Alison, quoi. Puis comme je l'avais déjà plus ou moins féminisé, parce que moi j'ai une architecture biologique masculine, donc pour faire un rapport matière-esprit, je trouvais ça pas mal. Puis j'en ai rien à foutre que mon esprit soit féminin ou machin. Je sais très bien que c'est des conneries tout ça à la base. Et donc voilà, ça c'est pour la troisième étape de la communication avec mon intériorité. Donc donc là je me suis retrouvé avec mes pensées normales pour ce que je pouvais en concevoir, l'ajusteur de pensée, le double, l'esprit, machin, et plus ça. Et cette fameuse Alison,
En plus, Allison, il y a un jeu de mots, en plus, il y a Al pour la particule de Al comme Dieu, Al, elle, il. Il y a I pour la verticalité, et Son comme le son, et aussi Son comme le fils. J'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai trouvé ça bien dans le sens où je pouvais en faire quelque chose de concret, de sensé pour moi. Quelque chose qui se fait sens. Qu'on le même soit vrai ou pas, c'est pas le tout. Et donc j'avais tous ces intermédiaires-là dont je savais très bien que ça faisait une seule et même chose, et dont je savais très bien que c'était du bullshit, hein. On va pas se leurrer. Parce que je me suis toujours dit aussi intellectuellement, aujourd'hui je me le dis un peu plus en rigolant, mais je me le disais très sérieusement à un certain moment de ma vie que tout ce que je vis de surnaturel ou que même que les autres ne vivent pas ou quoi que ce soit d'autre même des choses en commun, que c'est peut-être que je suis en train de décéder ou que j'ai une maladie cérébrale ou que je suis fou ou que voilà. D'ailleurs, c'est ça qui a aussi renforcé l'espèce de blocage aussi, le fait d'être capable de me dire que j'étais fou ou que je me trompais. Hein. Ça a été un avantage et ça a été un blocage aussi. Hein. Voilà. Et jusqu'à un moment donné où j'ai tellement développé de rapprochement avec ce Allison, avec cette Allison. D'ailleurs, à ses côtés, j'ai développé la loi de l'action. J'ai pu développer ce qui était un petit peu plus réellement ma volonté. Hein. Parce que disons que je laissais non pas Allison, mais je laissais ma propre intériorité, ma propre volonté instantanée s'appliquer dans l'instant présent. Et puis j'ai vécu des semaines entières comme ça. Où au final, imaginez que plutôt que de conduire votre voiture, égoïquement et tout, vous foutez sur le siège arrière, et puis vous regardez comment la voiture elle roule toute seule en fait. Puis vous regardez comment elle va, non pas là où vous voulez aller, mais comment elle va à des endroits qui vous conviennent, qui font votre affaire, comme quoi que la voiture elle va pas dans le fossé par exemple. Et puis tout en sachant et expérimentant très bien que ce contrôle, vous pouvez le reprendre à tout moment en fait. Puis moi je m'imaginais pas spécialement dans une voiture au siège arrière, mais dans une espèce de vaisseau spatial sans extérieur, qui n'est qu'un cockpit. Je l'ai même visualisé ce truc là. Il est de lumière rouge à l'intérieur un peu. Et un peu comme une espèce de chasseur, de vaisseau chasseur un peu à la Star Wars. Là, je sais pas si vous voyez, avec le siège arrière et tout, c'était un peu comme ça, mais en ambiance rouge. Et moi, je me foutais là-dedans et je regardais même pas spécialement le pare-brise pour voir ce qu'il y a à l'extérieur, mais de constater que le siège est vide et que pourtant la machine fonctionne. Ce qui m'a permis de réaliser que j'avais pas forcément besoin de mon ego aussi pour fonctionner bien dans ma vie. Hein. Puis j'ai vécu des trucs très drôles parce que j'ai expérimenté ça aussi dans des cadres, hein, dans certains cadres bien précis. Donc notamment celui de faire mes courses à Leclerc. Et j'étais mort de rire plusieurs fois, 3 fois d'affilée. J'ai failli partir sans payer les courses. Donc j'arrive aux caisses automatiques en mode zombie à moitié. Pas zombie, mais en mode cockpit arrière, comme je vous ai dit. Hein, loi de l'action, comme je l'ai dit. Et donc de faire le truc, de passer mes courses et tout, et puis de refoutre les trucs dans mon sac, et puis tranquillement, sans même avoir payé, de me tirer, tu vois. Et puis du coup, la caissière, vu que j'ai pas forcément une tête de mauvais ou je sais pas quoi, enfin ça se passait très bien à chaque fois. C'est qu'on me faisait ah monsieur, vous payez et tout. Puis moi en fait j'étais mort de rire en fait. Et puis limite je rigolais avec la caissière, elle rigolait avec moi et tout, et ça se passait très très bien. Alors que d'autres fois, pour un truc comme ça, déjà ça serait jamais arrivé. Parce que j'aurais vraiment, avec mon cerveau, j'aurais jamais oublié de payer absolument. C'est l'étape qu'il faut faire avant de partir quand même. Voilà. Et il m'était arrivé, donc ça, puis du coup,
j'ai compris aussi comment transmuter les événements. Transmuter un événement, pour moi, ça veut dire il vous arrive quelque chose qui est censé être normalement désagréable ou machin, mais vous en faites une rigolade. Puis ça devient vraiment une rigolade. Puis la preuve que même la caissière qui gérait les caisses automatiques a rigolé avec moi. Puis les gens autour de moi, c'était le spectacle, hein. Ils étaient au spectacle, ils étaient au théâtre, ils voyaient ce qui se passait, ils se délectaient de ce qui se passait en fait. Puis moi j'étais mort de rire. J'étais vraiment bien. Limite c'était presque un bonheur, presque un petit truc en plus dans la journée, une petite rigolade dans la journée quoi. Et ce qui m'était arrivé d'autres aussi, je sais plus, ça m'est arrivé, non une fois ça m'est arrivé seulement. J'étais parti du Leclerc, j'étais arrivé en vélo au Leclerc, je repars du Leclerc en laissant mon vélo là-bas. Pas mal, hein. Tellement dans l'automatisme, dans l'instant présent, que sur le moment, j'avais complètement zappé le vélo, que j'étais venu en vélo, et j'étais rentré chez moi à pied. Puis j'étais mort de rire, parce que je m'en étais rendu compte, je crois, en pleine nuit, enfin du moins assez tard dans la soirée. Puis j'aurais pu aller le chercher direct et tout, je me suis dit, ouais, c'est bon. Ça me ferait une casse demain pour aller refaire, pour aller recompléter mes courses, justement, et puis voilà, quoi, j'avais été chercher mon vélo comme ça. Mort de rire. Et donc les choses se sont développées comme ça, quoi, avec cette forme-là de communication interne. Et à un moment donné, j'ai eu une sorte de rituel. Donc je vais passer les détails, parce que je parle beaucoup de détails là. Et du coup, cette forme avec laquelle je communiquais, elle m'a prévenu que, en gros, j'allais vivre un truc pas bien. Et en gros, ce qu'elle m'a dit, je ne vais pas vous dire trop les détails parce que ça ne sert à rien. En gros, ce qu'elle m'a dit, c'est que déjà, je communiquais très clairement avec elle. C'était très objectif comme pensée que je recevais. Enfin, je les recevais d'une manière très objective. Puis c'était très dépersonnalisé. Et il n'y avait pas du tout d'ego qui génère de la pensée ou je sais pas quoi. C'était très objectif. J'étais très dans la réception et ça fonctionnait comme ça, quoi. Et à la fois, autant je pouvais répondre de par la pensée, même si je savais très bien que bon, voilà. Et à la fois aussi, en même temps, je me gênais pas pour répondre par rapport à la parole. Ce que je vous conseillerais de faire aussi, si vous avez le moyen, de répondre par la parole. Tant qu'il n'y a pas de pensée avant cette parole-là. Parce que s'il y a de la pensée avant cette parole-là, c'est un peu... Bon, je pense que vous saisissez. Et elle m'avait prévenu que j'allais vivre la fameuse nuit noire. Les 3 jours de nuit noire. Elle m'avait dit ça comme ça. Que ça faisait partie de mon vocabulaire, et puis c'était quelque chose d'assez mystérieux que je ne comprenais pas encore. Puis j'étais là, ah ouais, tu vas la passer avec moi, cette nuit noire et tout, machin, et bref, je raconte encore les détails. Et au final, il y a eu une sorte de trahison d'elle, mais qui n'en était pas une factuellement, parce que je l'ai ressenti comme une trahison, mais factuellement, elle m'a pas trahi du tout. Mais en tout cas, j'étais amené à la traiter comme une entité démoniaque, en fait. J'ai été amené à me sentir assez trahi pour la traiter comme une entité exogène, en fait. Et au final, je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé, comment dire, comment vous expliquer, je l'ai bouffé, Oui, je l'ai bouffé, je sais pas comment vous dire. Vous me le demanderez si ça vous chante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je l'ai absorbé, je l'ai annihilé, c'est pas comme couper les ponts, c'est pas comme arrêter, c'est comme reprendre ses billes, quelque part. C'est comme récupérer ses billes. Et par rapport à ça, en fait, je suis revenu à un mode de communication intérieure qui était tout à fait conventionnel, comme de la pensée psychologique, comme on peut en voir conventionnellement, comme on peut l'interpréter comme ça. Et puis avec toujours l'ajusteur de pensée, mais qui était là juste pour me faire des trucs sur les plans événementiels, plus que sur la pensée. Et donc, et à un moment donné, après, peut-être sur
un an plus tard, on va dire, après cet événement-là, là, j'ai recommencé à avoir de la communication avec une espèce de façade qui n'était plus un ajusteur de pensée, qui n'était plus le Allison, l'espèce d'entité que j'avais fabriquée, mais qui était un groupe. Puis un groupe qui était soit un gars qui était dépersonnalisé, c'est-à-dire que quand ça communiquait avec moi, j'en avais rien à foutre, que ce soit de moi ou pas en fait. Mais il y avait quand même il y avait quand même ce mode de communication objectivé. Et puis après, de cette sorte d'être, je peux même pas parler d'être, une façade de ma pensée, parce que c'est ça que j'ai compris plus tard, c'est que toutes ces formes-là, c'était des visages différents de ma pensée. Et cette pensée, elle est elle-même un visage. Pour communiquer avec ma propre intériorité, pour communiquer avec des choses qui seraient pas forcément en phase avec ma psyché terrestre. Parce que aussi j'ai développé Allison par rapport au fait que j'avais besoin d'un visage terrestre avec lequel communiquer. J'ai été amené à la bouffer parce que c'était fini, ça y est, j'avais maturé assez le truc et puis il fallait passer à autre chose. Puis j'ai été amené à me sentir trahi et à ressentir, à développer une grosse colère dite vibratoire et je l'ai bouffé. Et donc ce nouveau visage, après, je me suis rendu compte qu'au final, il n'y avait pas plusieurs signatures vibratoires, mais c'est comme si cette signature vibratoire, elle contenait en elle-même plusieurs autres signatures. Je percevais, comme si je percevais qu'il y avait d'autres entités par rapport à ça. Puis de là, j'ai été amené à vouloir en savoir un peu plus et tout, puis j'ai compris, il m'a été communiqué, j'ai construit le fait que en fait, c'était des êtres systémiques et possiblement une partie de moi sur un plan systémique. Et quand j'ai demandé, parce que ça m'arrive de poser des questions des fois quand même si je sais très bien qu'on peut me mentir en retour et compagnie, je pose des questions si j'ai envie de poser des questions. Puis les questions, parfois, c'est un petit peu plus que des questions. C'est un petit peu plus subtil qu'une question parfois. Et donc c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils étaient 7, en fait. Ils m'ont dit qu'ils étaient 7. Puis en insistant, parce que je sais très bien que quand je pose des questions en communiquant comme ça, vous allez avoir des réponses, puis c'est des réponses un petit peu pour vous tester aussi. Parce que quand vous insistez, quand vous communiquez, quand vous êtes vraiment objectif et puis désabusé, en fait, les réponses, elles changent en fait. Et donc au départ, ça m'a rien dit, donc j'en ai déduit que c'était tout seul. Après, j'en ai déduit, je le sentais instinctivement comme ça, qu'il y avait d'autres entités aussi en même temps, qui n'étaient pas forcément en premier plan, mais je sentais ça. Et c'est là que ça m'a répondu qu'en fait, ils étaient 7. Et après, quand j'ai demandé justement 7, c'est quoi 7 quoi et tout, parce que 7, tout de suite, en plus, c'est le chiffre, c'est un chiffre qui impressionne, 7. Le chiffre 7 de la chance, 7 rayons de l'arc-en-ciel, ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire tous les trucs qui vont par 7, il y en a toute une tripotée. 7 jours de la semaine, 7 notes de musique, les 7 corps subtils. Et donc, il m'a répondu qu'en fait, ils n'étaient pas 7, mais qu'ils étaient 5 et 7. Ou 5 ou 7. Parce que c'était très, très télépathique, ces communications-là. Plus je communique avec moi-même, justement, et moi j'ai besoin de forme pour comprendre ce qui m'est dit, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va être de la forme en termes de pensée quand vous comptez dans votre tête ou quand vous chantez délibérément une chanson dans votre tête, là vous allez avoir de la pensée avec de la forme. Mais il peut y avoir aussi de la pensée qui va être purement instinctive, dirait-on. Donc il n'y a pas de forme, il n'y a pas de truc comme ça. Mais vous savez de quoi il s'agit quand même.
Et ça s'est développé comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai développé l'œil du cœur qui permet de comprendre de quoi il s'agit sans avoir besoin de savoir de quoi il s'agit, de le voir contextuellement, concrètement, visuellement, ou ainsi de suite. Donc ils étaient 5 ou 7, et puis après, bah, vous imaginez bien à quel point ça m'a pu faire me gamberger, et puis je vais pas... Là, je vais m'arrêter là, parce que ça devient pas mal intime, et puis j'en suis à une certaine étape où il faut pas trop divulguer de choses dans la mesure où c'est un peu frais. De toute façon, tout ce que je vous dis là, c'est bien barré, j'imagine. Pour quelqu'un qui peut écouter, j'imagine qu'il va trouver ça lunaire. Voilà, donc après, j'ai compris que la communication avec soi-même, que ce soit l'ajusteur de pensée, ou ceci, cela, ou même ceux qui vont avoir des guides, ou je sais pas quoi, à partir du moment où ça vient d'une certaine intelligence, où ça vient d'un certain plan systémique, à partir du moment où ça vient de quelque chose de, on va dire, désastralisé ou pseudo-bienveillant envers vous. Il faut bien mettre des mots aussi un peu psychologiques et émotionnels là-dessus. Bah, ça va prendre des tas de visages différents et la pensée elle-même est un visage. Ce que l'homme appelle actuellement comme la pensée moderne, en ce qui me concerne, pour moi, c'est un visage. C'est un visage. Ouais. Parce que vous imaginez bien que là, si j'en étais arrivé à avoir de la communication comme j'ai eu, très exogène et puis à la fois très télépathique, enfin très exogène en forme et très télépathique tout en étant tout autant exogène, moi, j'aurais viré fou si j'avais pas eu tout ce cheminement-là, en fait. Puis au fur et à mesure des années, si j'en étais là directement, là, du jour au lendemain, mais c'est même pas que je deviendrais fou, c'est que tout simplement j'aurais rejeté le truc, tout simplement. J'aurais rejeté le truc. Ou je serais devenu fou, j'en sais rien. De toute façon, les choses sont comme elles sont, hein, et pas comme elles auraient pu être. Donc voilà pour le côté vibratoire des choses. Quelle est ma position par rapport à qu'est-ce que ça veut dire vibratoire et tout. Allez, je m'arrête là.